Bonjour. Je voulais parler du livre de Dan Rudyard, Trouvé à Emmaüs, qui s'appelle Astrologie de la personnalité. On voit son beau visage. C'est une édition qui a été un peu remaniée apparemment quand Dan Rudyard était déjà âgé. Je suppose que la photo là date de l'époque où l'édition a été remaniée un peu. Et lire un passage qui résume bien l'époque actuelle. Et ce passage-là qui demande un effort au niveau de l'humanité, quant à ses valeurs, à ce vers quoi elle tend. Et Dan Rudyard est tout à cette étape, à cette époque. Il représente complètement les idées révolutionnaires d'Uranus. Je crois qu'il était Verseau. Et avant de lire le passage, je voulais aborder vite fait les points qui sont traités juste avant le passage. Bon, j'en suis à la page à peu près 100. C'est pas facile. Il y a beaucoup de prismes. Il faut arriver à suivre la pensée. Il prend pas très soin du lecteur. Il y a des concepts sur lesquels je me suis pas vraiment arrêtée et d'autres qui m'intéressent plus, notamment ce qui est lié à la psychologie et à l'approche qu'il souhaite donner à l'astrologie. Alors justement là, c'est ce dont il parle en parlant de son ouvrage. Il dit que sa vocation est d'ouvrir la voie à une astrologie recevable sur le plan de la philosophie. Il dit ça parce que pour lui, l'astrologie était restée très collée à une sorte de ce qu'on voulait faire ressembler à une science, à l'image des sciences, pour lui donner un statut recevable aux yeux de tous. Et lui a dans l'idée que il y a tout un pan à intégrer à l'astrologie pour justement faire quelque chose de novateur et de porteur. Donc au début du manuel de l'ouvrage, il revient sur l'historique de l'astrologie et du basculement au VIe siècle avant Jésus-Christ, notamment avec l'arrivée avec tous les nouveaux concepts grecs qui ont scindé en fait l'esprit de la matière. Et donc il dit sa vocation est d'ouvrir à une astrologie qui est recevable au niveau de sa philosophie et qui, appliquée à la psychologie, continuerait à donner un sens plus profond à l'existence, c'est-à-dire un sens spirituel. Et donc ce qui l'intéresse, c'est le développement psychologique de chacun au bon usage de l'astrologie. Et donc après, il définit trois concepts, trois formes que peut prendre la psychologie, en revenant sous trois angles bien connus de l'esprit, de l'âme et du corps.
qui en fait, j'ai l'impression, alors il ne le dit pas, mais que ça finit par s'entrecroiser. Si on reste branché sous l'angle spirituel, il y a tout l'aspect karmique et de l'histoire de... Lui, il parle de la chute, qu'on garde qu'on garde en fait cette chute initiale comme point de départ de notre incarnation, et du coup on aurait à racheter cette chute toute notre vie. Mais il pousse à chaque fois, que ce soit au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps, il pousse à chaque fois la logique un peu plus loin. Quand il parle de l'âme, il dit de la psychologie de l'âme, il parle de l'aspect purement scientifique qu'on cherche à donner à cette approche-là de la psychologie. Comme en référence à l'application qui a pu en être fait juste pour en soutirer un supplément. À la fin, on soutirait un supplément d'âme, mais en fait, en séparant l'esprit du corps, on s'est juste penché sur des données purement scientifiques. Et en poussant la logique plus loin, il dit qu'il parle du Tao et du Hatha Yoga, qui sont en fait une alchimie entre le corps et l'esprit, pour arriver in fine à en dégager l'âme, le cœur. Et le troisième type, et là il se raccroche à Jung, qui pour lui, en fait, tout son manuel, tout son ouvrage repose sur les travaux de Jung. Alors il faut savoir que la première édition, je crois, date des années... il me semble, si je raconte pas de bêtises. Alors celle-là, elle est de 84. Mais il me semble que les prémices, parce qu'il parle des travaux de Jung et quand il travaillait déjà sur la philosophie chinoise avec le I Ching. Mais il me semble que ça date déjà des années 40, en fait, toute la structure qu'il a voulu donner à la structure nouvelle qu'il a voulu donner à l'astrologie, toute cette nouvelle logique. D'ailleurs, il était musicien au départ. Et donc la troisième psychologie qui est en lien au corps et à l'aspect analytique, qui ne cherche pas à comprendre la cause, mais qui au contraire s'attache à ouvrir sur les profondeurs, et d'où sur les profondeurs de la psyché, et d'où l'importance de l'inconscient, de toucher à l'inconscient. Donc lui, sur cette psychologie analytique en lien au corps, c'est pas le contenu psychique qui est intéressant. Elle ne s'attache pas à connaître l'origine précise de ces derniers, ni à étudier les mécanismes physiques des sensations et des comportements. Son objet est la vie psychique et ses phénomènes. Il parle d'ailleurs des synchronicités, de ce que
ce travail de l'inconscient qui fait remonter au conscient amène dans la matière à révéler. Et quant au passage que je voulais lire, alors c'est ce qu'il développe, parce qu'après ça, il parle il y a un chapitre sur la distinction entre l'esthétique et l'éthique. Attends, je vous passe les détails. Mais voici l'extrait. Rappelons-nous, le genre humain n'est-il pas plongé depuis des siècles dans une jungle mentale que la sécurité relative offerte par notre monde physique civilisé ne rend plus sûr du tout. La logique intellectuelle et la scolastique, dont on a fait grand cas en Europe, alors c'est la structure qui a voulu être faite au niveau des courants au Moyen-Âge, de ce que j'ai trouvé sur Google. Donc la logique intellectuelle et la scolastique, dont on fait grand cas en Europe, ne sont que des boucliers dirigés contre l'assaut d'idées nouvelles. La logique et mathématique enseignent comment protéger l'activité intellectuelle. Les équations sont un cadre assurant une effective sécurité. En dedans, on sait où vont les idées. En dehors, l'imagination débridée risque de construire une incohérence. On a fait de même au plan psychologique. La morale et la philosophie européenne nous ont appris à dresser 4 murs solides et bien gardés, véritables châteaux forts, autour de nous. Le conscient, surveillé de sa hauteur par un seigneur féodal tout-puissant, le moi, le seigneur traitait les femmes en esclaves, la femme en esclave, soumettant sa progéniture par la crainte. Les paysans disséminés aux alentours du château, pliant sous le joug du labeur quotidien, les conditions instinctives de la psyché, étaient admis à pénétrer dans le château sous la conduite d'un garde bardé de fer. Lorsque l'ennemi menaçait les portes du château fermées à double tour, une jolie chapelle, comme de juste, trônait au beau milieu de l'enceinte fortifiée, tout entière dédiée au culte du dieu autocrate, déguisé en sauveur compatissant. La civilisation féodale offre un tableau exhaustif, symbole exact, comme c'est invariablement le cas de tout ce qui se passe alors au sein de l'humaine psyché. La musique elle-même, expression immédiate de l'âme, reflétait une image symbolique de ce monde féodal. Le souci de la forme et du ton illustrait magistralement l'autorité du principe d'exclusion. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre récemment sur ce principe d'exclusion, que c'était tellement simple. Donc c'est là où il fait la différence entre l'esthétique et l'éthique. Donc, l'autorité du principe d'exclusion, principe éthique sur lequel repose toute la culture européenne. Édifiée sur la peur, elle prône un idéal de sécurité, certes parfois nécessaire, mais toujours facteur d'échec. Elle a accompli de grandes choses dans les strictes limites de ce qu'elle a admis dans sa forteresse et jeté une lumière pénétrante sur les valeurs qu'elle a reconnues. Aussi ses fruits sont-ils un trésor inestimable, mais quel gâchis hors de ses murs. Quel prix l'humanité a-t-elle pour un Descartes ou un Bach? Quelle purulence, quelle décomposition règne dans le subconscient où croupit une longue lignée de refoulements, d'anathèmes et d'angoisses. Toute polarisation introduit une limitation et entraîne le rejet d'une partie du champ d'expérience et des contenus psychiques. On doit par conséquent en payer le prix.
plus on exclut, entre parenthèses, plus les jugements éthiques ont d'emprise, plus les générations futures, entre parenthèses, ou l'individu lui-même, dans la seconde partie de sa vie, auront à en subir les contre-coups. De notre côté, l'absence de polarisation et de 4 murs fortifiés, entre parenthèses le conscient, pourra être synonyme de dispersion et d'assaut en règle d'ennemis persistants, intérieur comme extérieur, signe d'une vie sans couronnement, autre que le cas échéant, l'accomplissement d'une libre individualité, notre plus belle réalisation somme toute. Et là, il fait aussi le parallèle entre la pensée et la forme, que la pensée relie les facteurs entre eux, et qui aboutit et qui met en lumière la forme inhérente de toute chose et de toute situation. Et donc pour lui, l'astrologie est d'une philosophie, est une psychologie qui tend vers la spiritualité et le développement de la psychologie. La psychologie de chacun, d'où astrologie de la personnalité. Et il base, alors il parle il part au départ du livre de l'holistique, du tout, que tout est tout. La principale caractéristique, c'est le tout. Et il parle des tout, T-O-U-T-S, comme des ensembles entiers qui se mêlent en l'orthographiant de cette façon pour accentuer cette idée d'holistique, qu'on ne peut pas prendre une partie sans en accepter les autres. On ne peut pas uniquement accepter le conscient, le côté yang, comme primauté, sans voir qu'en fait tout vient du yin, tout vient de la vie, tout vient du vivant. Et pour arriver à l'essence, pour arriver au yang, pour remonter jusqu'à la conscience, jusqu'au soleil. Et c'est aussi comme ça que les massages, enfin en tout cas dans l'ouvrage sur le Tao Shiatsu, évidemment il y a les symptomatiques yang qui se manifestent par des points en apparent, mais qu'en fait le gros de la structure est dans le yin et dans le caché. Tous les méridiens yin d'ailleurs sont cachés. Tous les méridiens yang sont sur les faces plus visibles du corps. Et qu'on est arrivé à cette étape
à cette étape de reconnaître l'invisible comme étant la structure du visible, d'où aussi l'attachement au côté spirituel, à la philosophie, à la psychologie des profondeurs, pour arriver à remonter jusqu'au conscient et à faire émerger jusqu'à la conscience par les synchronicités, par les autres fantasqueries chevaleresques ou moins chevaleresques. Comme une quête du soi. Voilà, c'est le premier livre que j'ai commencé dans la pile des livres trouvés à Emmaüs. Et c'est quand même assez costaud. Mais je suis contente d'être tombée dessus parce que je crois pas avoir déjà... En fait, j'ai déjà lu des livres qui parlaient de Dan Rudyard. Après, j'ai le 360 Yiking des degrés sabiens du zodiaque de Dan Rudyard, où il y a pas mal quand même de structurel, de sa pensée structurelle dedans. Et celui-là est pas mal au niveau structurel. À bientôt.